Radio Peloton. Radio Peloton. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Peloton. On va évidemment parler de la Vuelta, on va aussi parler des classiques canadiennes qui arrivent ce week-end. Pour ce faire, Jean-Marc Guéraille et Maxime Jacques autour de la table avec moi. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Salut. Qu'est-ce qu'on retient de la semaine écoulée, Jean-Marc ? Je retiens le retour de Remco. On en avait parlé la semaine dernière. Donc on voulait voir dans quel état d'esprit il était. Il a l'air bien, à la fois dans sa tête et dans ses jambes. Dans sa tête, parce que visiblement, il a encore envie de faire quelque chose dans son équipe qui va quitter en fin de saison. Ses équipiers ont l'air d'être plutôt avec lui. Van Wilder a bossé pour lui, donc je pense que c'est bien. Et puis dans les jambes, il s'est un peu testé, il a attaqué plusieurs fois, et puis il a gagné son étape. Donc je pense que le bilan de son Tour de Grande-Bretagne est bien. Après, la question étant, est-ce qu'il sera suffisamment en forme pour aller se frotter à ce qui se fait de meilleur au championnat du monde? Ça, on le verra. Chrono, sans doute. Après, pour ce qui est de la route, ça c'est encore autre chose. Il a en tout cas fait un bien meilleur Tour de Grande-Bretagne que la saison passée. On peut donc l'espérer en meilleure forme au championnat du monde, Max. Oui, il y a beaucoup de bonnes choses, notamment sur l'explosivité, l'étape qui gagne. On voit que c'est quand même presque une arrivée en gros groupe, quoi. C'est au sprint qui va la chercher. Donc ça, c'est intéressant dans l'optique peut-être d'une arrivée en petit comité sur les championnats du monde. Petit bémol, je vais dire, c'est sur cette dernière étape, quand il part tout seul, on se dit, tiens, il va nous faire comme au JO, tout seul, 2024, il va y arriver. Finalement, il est repris. Donc c'est peut-être la preuve qu'il lui manque encore 2-3%, mais il a toujours Remco dans une course où il n'y a pas Pogacar ni Vingegaard. Cette pancarte qui l'énerve, on le voit, on a vu ce petit coup de frein qu'il a mis, qui a failli causer une chute. Il a d'ailleurs reçu une amende pour cela. Voilà. Il doit gérer ça aussi, même si, je le répète, quand il y a Pogacar, il n'a pas cette étiquette, et donc j'ai l'impression qu'il roule de manière beaucoup plus libérée parce qu'il n'est pas le grand favori. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens sinon, toi, de la semaine écoulée ? Malheureusement, toutes les manifestations pro-Palestine, sans prendre position sur le fond, évidemment, qui ont émaillé les 2 premières semaines de la Vuelta, que ce soit des presque chutes, comme on a vu sur le chrono par équipe, des chutes, comme on a vu avec Romo, notamment dimanche. Et puis cette étape de Bilbao qui n'a pas su aller à son terme parce que l'arrivée n'était pas en mesure d'être sécurisée. Voilà. Est-ce que c'est vraiment l'endroit pour porter haut ce genre de convictions? On sait que la présence de l'équipe Israël fait beaucoup de débat au sein du peloton même. On a bien vu qu'un gars comme Matteo Jorgensen était plutôt pour le retrait de l'équipe. On a vu aussi que l'organisation de la Vuelta ne pouvait pas exclure d'elle-même l'équipe, mais qu'elle souhaitait qu'elle s'en aille. Donc voilà, c'est une situation très compliquée à gérer, à la fois pour les organisateurs, pour l'équipe elle-même, pour les autres équipes, pour les suiveurs. Donc espérons que cette Vuelta puisse aller à son terme, parce qu'en ce moment, il y a des bruits qui laissent entendre que la dernière étape pourrait tout simplement être supprimée pour éviter les soucis qu'il pourrait y avoir à Madrid. Ouais, ça a été démenti par les organisateurs, mais un tout petit mot. Un danger. Ce genre de choses n'arrive jamais sur le Tour de France. Jamais. Pourtant, il y a une caisse de résonance encore plus importante que la Vuelta, mais il y a un système de médiation qui fait que les pro-palestiniens, les agriculteurs, ceux dont on ferme l'hôpital dans le coin et qui veulent se faire entendre, ça n'arrive pas sur la route du Tour, parce que la route du Tour est ultra protégée. Et l'important, c'est la sécurité des coureurs. Et moi, malheureusement, j'ai le sentiment que la sécurité des coureurs n'est pas idéale sur cette Vuelta. Si j'étais coureur, je pense que je prendrais le départ d'étape en ayant des appréhensions autres que la vitesse de rouler en peloton, parce qu'à tout moment il y a quelqu'un qui peut débouler, et ça c'est pas bon pour une course. Ouais. Autre appréhension chez les coureurs de la Vuelta, c'est l'équipe UAE Emirates, pour en venir à ce que j'ai moi retenu de la semaine écoulée. On sort d'une deuxième semaine avec quand même 4 vainqueurs différents au sein de la même équipe Emirates, 6 étapes pour Baroudeur depuis le début de la Vuelta. Ça a donné une victoire de Mats Pedersen hier et 5 pour la formation Emirates. Est-ce que c'est la mort du petit Baroudeur ? On en parlera sans doute une prochaine fois, mais c'est l'un des dangers. On va passer au premier débat. Qui sortira vainqueur du duel entre Vingegaard et Almeida à la Vuelta? Le petit quiz, messieurs. Quel est le plus petit écart jamais enregistré entre un vainqueur de la Vuelta et son dauphin? On parle souvent des 8 secondes de Fignon. 40 secondes. Non, c'est moins. 19.
6 secondes, c'est le plus petit écart dans les grands tours en général. C'était en 1984 entre Eric Caritou et Alberto Fernandez. Voilà, je vous avoue que je ne le connaissais pas non plus avant de chercher. Une deuxième semaine pour rien, ou presque finalement. Vingegaard a pris 10 secondes à Almeida sur la semaine. Almeida a pris une victoire d'étape de prestige aussi, évidemment, Max. Ouais, mais je trouve que sur l'Angliru, on a appris des choses quand même. Déjà que Vingegaard pouvait suivre, mais pas mettre un relais ni attaquer Almeida. Il n'a pas su non plus sprinter pour aller chercher la victoire parce que ça lui tenait à cœur. Je trouve que c'était l'anniversaire de son fils. Je pense qu'il l'a dit après course. Et donc, même si Almeida avait fait toute la montée devant, je pense qu'il voulait aller la chercher. Il n'a pas su. Donc, ça veut dire que même après un tel effort, Almeida avait encore un meilleur sprint que Vingegaard. Donc voilà, je ne dis pas qu'il est sur la pente descendante, mais forcément, après un été aussi énergivore, il est de moins en moins fringant, Vingegaard. Et donc, ça laisse une troisième semaine, selon moi, ouverte. Ouais, il voulait ses victoires à Bilbao, c'était l'anniversaire de la fille de Vingegaard. En ce jour de repos, c'est l'anniversaire du fils. Comme l'Angliru tombait un peu entre les deux, qu'il n'avait pas pu aller au bout de l'étape à Bilbao, il avait vraiment très faim. Et finalement, il n'a pas gagné dans cette deuxième semaine, Jean-Marc. À Bilbao, il y a Pidcock. Je ne suis pas sûr qu'il bat Pidcock au sprint. Enfin, pas bon. Sauf s'il fait son sprint comme il l'a fait pendant le Tour. Moi, elle m'ennuie un peu, cette Vuelta. Je la trouve pas très excitante. Alors, ok, il y a entre les deux, j'ai même envie de dire, il n'y a pas de bagarre pour l'instant. Ils suivent. Il y en a aucun des deux où tu penses qu'il va faire exploser l'autre. Et donc, je trouve que ça manque de panache. Je l'ai dit après la première semaine. Même si vous m'aviez dit, oui, mais Vingegaard a gagné 2 étapes, blablabla, ok. Deuxième semaine, il est toujours devant avec un écart pas énorme, enfin certes un écart. 48 secondes. Il n'a pas montré beaucoup plus, voire moins. Je pense qu'il va essayer de gagner cette Vuelta à l'économie, et puis sa saison, au revoir à merci. Voilà, je trouve que ça manque un peu, ça manque de flamboyance des deux côtés. C'est pas assez dur, je trouve, les étapes ne sont pas assez dures. Elles ne sont pas rendues assez dures. Parce que les parcours sont bien. Oui, mais il n'y a pas énormément de longues montées difficiles avant la dernière montée, qui souvent est un radar, comme on n'en fait plus, avec 20%, etc., où personne ne prend le risque de se découvrir avant, parce qu'on se dit, si on explose et qu'on doit encore aller chercher cette montée-là, voilà, la Vuelta est terminée. Et avant, pour mettre dans le dur l'Armada UAE Emirates ou l'Armada Visma Leasebike, parce qu'ils ont aussi une belle équipe, c'est compliqué aussi, et donc on est sur des courses où les deux mettent des satellites à l'avant, et finalement c'est ces satellites-là, surtout les Émiratis, qui s'imposent. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile à apprécier, je vais dire, mais la troisième semaine, moi, elle m'emballe bien. Mais alors, pour parler de UAE, pour prendre la balle au bon, c'est quand même une équipe curieuse qu'il y a sur cette Vuelta. C'est pas l'Armada, on est tous derrière Pogacar, donc on est tous derrière notre leader, et puis de temps en temps, quand il nous dit qu'on peut y aller, on y va. Exemple, Wellens qui gagne au Tour. Ici, on sent bien qu'il y en a quelques-uns qui jouent leur carte perso. Évidemment, Ayuso, mais ça, on s'en doutait. Quand il veut gagner une étape, il est là. Sinon, pour aider l'autre, pas trop longtemps. Hein. Il faut bien l'avouer. Et là, il y a Soler aussi, qui va se chercher une étape, entre guillemets, plutôt que d'essayer de lancer son leader. Donc, j'ai quand même l'impression qu'Almeida, même s'il a sur le papier une bonne équipe, c'est pas une vraie équipe. Oui, donc il va presser. Je ne vais pas dire qu'il va devoir le faire tout seul, mais pas loin quand même. C'était pas du tout prévu l'attaque de Soler ce jour-là. UAE avait dit on reste tous autour d'Almeida, Soler se retrouve devant. Mais quand il y a un vrai boss, je ne sais pas Pascal, Pogacar, quand il y a un vrai patron, on suit ce que dit le patron. Oui, là c'est un peu moins le cas. Heureusement, finalement, c'est ce que tu avais dit, Max, en préface de la Vuelta pour Pidcock, mais heureusement, c'est beaucoup des courses de côte. C'est un avantage pour Pidcock, c'est peut-être aussi un avantage pour un leader qui est un petit peu abandonné de ses équipiers. Oui, après Almeida, je trouve que l'équipe n'est pas catastrophique autour de lui non plus. Je veux dire, quand il doit être entouré, il n'est pas impressionnant. Elle n'est pas impressionnante. Toutes les forces ne sont pas réunies autour de lui, mais j'ai pas vu une faute collective qui a privé Almeida de quelques secondes depuis le début de la Vuelta. Et ils ont encore la troisième semaine pour dire, voilà, maintenant l'objectif, on a 48 secondes, on va aller derrière Almeida et tout jouer pour lui. S'ils font ça, finalement, ils auront gagné sur tous les fronts. Ce qui est un petit peu compliqué à imaginer avec Almeida, c'est que, à part le chrono, où là j'ai l'impression qu'il peut être supérieur à Vingegaard, en tout cas si c'est le Vingegaard de Caen sur le Tour de France, là Almeida pourrait être supérieur. Pour le reste,
malheureusement pour lui, il n'a pas de giclette, Almeida, et donc il ne peut lâcher Vingegaard qu'au train. Il ne peut jamais créer de surprise, et il a toujours Vingegaard dans la roue. Et il n'a pas ce que Pogacar peut avoir au niveau explosivité. Donc c'est difficile dans ces conditions-là de surprendre un coureur de la classe et du talent de Vingegaard, qui finalement a une certaine logique aussi à rester derrière en se disant moi tant que je ne perds pas de temps, c'est bon, je suis devant. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette Vuelta est ennuyeuse. Mais la troisième semaine, je regarde un peu les profils, je trouve qu'il y a deux étapes, notamment celle de samedi, où là il y a un vrai enchaînement de cols. Là, il y a peut-être matière à ce que la tactique Visma-Leasebike, comme ça a été parfois le cas sur le Tour de France, se mette en route. Mais c'est un match à deux. Jusqu'à présent, celui qui a montré qu'il savait gérer une troisième semaine, c'est Vingegaard. Il en a géré plusieurs, sur des tours, sur des Vuelta, voilà. Almeida, il a terminé une fois sur le podium de la Vuelta. Quand Roglic gagne, il a gagné le Tour de Suisse, Tour de Romandie, tout ça, mais est-ce qu'il est capable de gérer une troisième semaine d'un grand tour pour le gagner? Ça reste un point d'interrogation. La fraîcheur. Je pense que c'est ça qui peut être sa carte. C'est que lui, le Tour de France, malheureusement, il a été vite terminé. Et donc, il peut avoir cette fraîcheur d'avoir un été un petit peu moins énergivore que celui de Vingegaard. Mais voilà, Vingegaard, j'ai l'impression que lui, je trouve qu'il commence à manquer de fraîcheur. Et c'est tout à fait logique, humain. C'est pas pour ça qu'il va pas gagner. Mais on voit que c'est plus le Vingegaard de la première semaine du Tour qui attaquait à tout va, à gauche, à droite. Voilà, c'est un Vingegaard plus dans le calcul et plus dans la gestion de ses propres sensations. Ouais, j'avoue que je pensais, moi, que Vingegaard allait monter en puissance comme il était monté en puissance sur la Vuelta 2023, après être revenu du Tour de France. On l'avait vu mettre un peu le frein dans l'Angliru pour laisser gagner le général à Kuss. Finalement, c'est pas tellement le cas. Vingegaard était beaucoup moins impressionnant en deuxième semaine que sur la fin de première semaine où il a fait finalement le seul écart qu'il a pour l'instant général, c'est-à-dire une quarantaine de secondes. Ça pourrait se jouer effectivement sur le chrono de ce jeudi. Oui. Petit regret aussi, on parle des enchaînements de cols. L'étape la plus dure jusqu'ici, c'est peut-être celle de la victoire de Soler. C'était vent de face, c'était très dur d'attaquer et de faire des différences. Ça n'a pas aidé non plus au spectacle, Jean-Marc. Oui, je reste persuadé qu'une équipe UAE autour d'Almeida qui joue le collectif pour dire on va le lancer et lui va le faire. Mais ils l'ont fait le jour de la victoire de Soler. Ça a failli coûter la victoire d'étape à Soler. Ça aurait été une disaster class. C'est pas Almeida qui gagne. Non. C'est pas Almeida qui fait une différence. Je dis comme quand il lance Pogacar. Je sais que ça n'est pas Pogacar, mais je pense que pour aller gagner cette Vuelta, il va falloir le faire une fois. Et on en revient au problème cité par Max, c'est qu'Almeida n'a pas la giclette pour prendre 10 mètres d'avance et mettre Vingegaard dans le mal. Ouais, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils mettent chaque fois des gars devant. D'ailleurs, Vine va peut-être gagner les poids, non pas en aidant Vingegaard, parce qu'il le fait quand même bien pour lui, mais j'ai regardé un petit peu alors justement... qu'il ne devait pas être sur la Vuelta. Par rapport au maillot à poil, ce qui est intéressant, c'est que donc, Vine, il a 61 points. Il reste 73 points sur cette dernière semaine à donner, dont 36 sur l'étape de samedi. 36 points, c'est la moitié de ce que Vine a pour le moment. Ça veut dire qu'il y a un enchaînement de cols et qu'il y a potentiellement ce qu'on a souvent appelé le plan Visma-Leasebike qui pourrait se mettre en route ce jour-là et terminer bonsoir la Vuelta. Et peut-être que UAE sera dans les cordes. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'en reviens au facteur fraîcheur, ce sont les équipiers d'Almeida qui manqueront de fraîcheur tellement ils auront donné à l'avant. Et on a bien vu qu'un gars comme Ayuso n'ira pas jusqu'à avoir le palpitant à 190 battements pour aider Almeida. Vine a beaucoup donné ce dimanche, donc il n'est pas vraiment en train de garder des forces non plus. Soler, c'est un petit peu quand il veut bien, mais il est souvent très très fort quand il y a une victoire d'étape à la clé, un petit peu moins quand c'est pour avoir son leader dans la roue. Les étapes clés de cette troisième semaine, il y a l'arrivée au sommet de El Moredero mercredi, l'arrivée au sommet de Bola del Mundo, c'est l'étape dont tu parlais samedi avec l'enchaînement de cols. Il y a évidemment le chrono de jeudi. Avant ça, mardi, demain, première étape de la troisième semaine. A priori, une étape pour baroudeur, mais une étape plutôt de moyenne montagne où parfois on a des surprises et où on pourrait imaginer Vingegaard avoir dans la tête aussi peut-être de creuser les écarts sur des montées plus courtes qui conviennent peut-être un peu moins bien à Almeida qu'à lui. Oui, ça peut être une stratégie parce que s'il utilise l'étape de mercredi, parce que Moredero, c'est un petit peu un Angliru 2.0. Le final est vraiment horrible. Donc, oui, je suis assez persuadé qu'ils attendront samedi pour faire la différence. Mais effectivement, s'il y a un terrain autre que samedi pour faire une différence sur la longueur et mettre un plan collectif en place, c'est bien mardi. Oui, en sachant
qu'on a toujours peut-être Caen, comme le disait Max, dans un coin de la tête pour Vingegaard, 48 secondes avant le chrono décisif entre guillemets de jeudi, parce qu'il restera une séance de rattrapage après en montagne. Mais est-ce que le chrono de Caen est vraiment révélateur du niveau de Vingegaard en chrono? C'est le premier chrono où il foire. Vraiment. Ouais, ça veut pas tout dire, mais il l'a dans un coin de la tête, c'est sûr. Évidemment. Ouais, mais peut-être que justement, il va être remonté comme un coucou suisse et il va se dire, moi, je vais montrer que Caen, c'était juste une erreur de parcours. Voilà. Mais de nouveau, sur un chrono, c'est du 1 contre 1. Ça va dépendre un peu des circonstances météorologiques de course. Parce que s'il pleut, qu'il y a du vent, ça peut aussi jouer. Mais moi, je suis plutôt confiant pour Vingegaard parce qu'il n'a foiré qu'une seule fois. Alors maintenant, s'il nous foire un deuxième, peut-être qu'on se posera des questions, mais jusqu'à présent, il est dans la gestion, là. Je dis, il n'est pas dans la flamboyance. Je pense qu'il va gagner la Vuelta et qu'on dira, il a gagné la Vuelta comme c'était prévu. On passe au deuxième débat. Brièvement, en quelques mots, Tom Pidcock peut-il résister à Hindley et Gall dans la lutte pour le podium? On en revient à un débat où on était tous d'accord pour dire... Enfin, Max l'avait un petit peu défendu, mais qu'il ne devait pas forcément jouer le classement général. Finalement, il est toujours dans le coup après 2 semaines de course. Le petit quiz, à quand remontent les dernières victoires de Gall et Hindley, qui sont les plus grands concurrents de Pidcock pour ce podium? Les victoires cette saison? Leur dernière victoire à chacun, c'était sur la même course. C'est pour ça que je les groupe un petit peu dans Tour de France 2023. Oui, exactement. Donc pas de victoire pour Jay Hindley depuis la Reims et pas de victoire pour Gall depuis Courchevel. Mais quand même un podium à aller chercher pour tous les deux. Gall ne l'a jamais fait en grand tour. Non, on sent qu'on met beaucoup d'énergie au sein de cette équipe Décathlon pour aller chercher ce podium. Pour la petite histoire, on reçoit toujours les communiqués de presse d'après-course, je vais dire, de l'équipe, et tout est axé autour de Félix Gall et encore une place de gagner, la bonne opération, les bonnes jambes de Félix, nanana. Donc on sent que c'est vraiment très centré sur cet objectif-là, et il semble avoir des jambes qui lui permettent, s'il réussit ce chrono, dont il n'est pas un grand spécialiste non plus, de 27 km, mais là où il peut peut-être se rassurer, c'est qu'autour de lui, on n'a pas non plus de grands spécialistes. Donc, dans la forme du moment, il pourrait tirer son épingle du jeu. Oui, Jean-Marc, 32 secondes de marche sur Hindley, 52 sur Gall, c'est suffisant pour Pidcock? Alors, et c'est Max qui l'a relevé dès le début de la Vuelta en disant, tiens, le parcours de la Vuelta cette année pourrait convenir à quelqu'un comme Pidcock, qui, jusqu'à présent, n'a encore rien prouvé pour être sur un podium d'un grand tour, parce qu'il a plutôt joué les victoires d'étape. Et chaque fois qu'il disait « je vais jouer le classement général », il est passé à travers. Donc peut-être qu'en disant l'inverse, cette fois-ci, ça va fonctionner. Ça va évidemment dépendre de sa 3e semaine. Est-ce qu'il est physiquement et mentalement prêt à s'accrocher le jour ou les jours où il va y avoir la grande bagarre? Ça, on est incapable d'y répondre maintenant. Sur ce qu'il a montré lors des 2 premières semaines, je suis plutôt positif parce qu'effectivement, le parcours pourrait lui convenir. Maintenant, quand tu as Hindley soutenu par Pellizzari, ça peut à un moment donné te faire mal. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il a un 15 d'avance. Oui, on sent que Bora veut mettre la pression sur Pidcock. Ils l'ont un petit peu tenté ce samedi. Oui, ils vont encore essayer. Mais ce que je trouve intéressant sur Pidcock, c'est dans une interview, il a dit qu'il a battu plusieurs records de watts. Ça arrive souvent. Mais là, c'est sur 20 minutes et 30 minutes. Donc, on n'est pas sur des efforts courts et explosifs comme on a l'habitude de le voir. Ça veut dire qu'il a aussi progressé sur les efforts longs. L'Angliru était sans doute un effort un peu trop long, vu qu'on l'a vu qu'il était bien, mais pas au niveau de Vingegaard et Almeida. Donc, j'ai l'impression que oui... J'ai mis un attention à samedi parce que voilà, c'est l'étape où il y a l'enchaînement et on sait que c'est cette étape-là où ça peut faire mal. Tu peux tout perdre. Il peut perdre 20 minutes ce jour-là. Sur cette étape. Sur le reste, je le vois, en tout cas au niveau des autres, et continuer à se battre pour ce podium jusqu'au bout. Ouais, pour rester dans ce classement général et citer 2 hommes, un que Jean-Marc a déjà cité, c'est Pellizzari qui sera dans l'équipe de Remco Evenepoel l'année prochaine. On a beaucoup dit Remco, il arrive dans l'équipe de Roglic, de Lipovic. Il arrive aussi dans l'équipe de Pellizzari qui fait 6e du Giro, qui est actuellement 6e de la Vuelta, qui a 21 ou 22 ans, je ne sais plus exactement, mais qui a tout l'avenir devant lui. Ça fait du beau monde. Ça fait du beau monde. L'autre homme à citer quand même au moins une fois, c'est Junior Le Serre,
Aussi un petit lien avec Remco, parce que ça fait partie de la relève pour ses courses par étapes chez Soudal Quick-Step. Actuellement 9e, 8e du classement général, 9e, pardon, qui a gagné des places, certes, grâce à une belle échappée aussi, mais qui s'accroche bien tous les jours, notamment le jour de l'Angliru, il fait 13e, je pense. Donc ça montre quand même certaines qualités. Quelque chose à dire sur ces deux hommes? Il est devant des garçons comme Bernal et Ciccone, qu'on avait cités aussi, nous, en début de Vuelta, comme des potentiels prétendants au podium ou au top 5. Donc chapeau à ce niveau-là. J'avais fait son interview à Junior Le Serre avant la Vuelta. L'an passé, il a fait 4e d'une étape, c'était sa première Vuelta. Ici, c'est la 2e. Il avait dit j'espère cette fois-ci être en mesure de me battre pour une victoire, parce que tactiquement, il disait avoir progressé, etc. Et on a l'impression qu'avec le fait que Landa ait dû abandonner ses ambitions pour le général, il a un petit peu changé son fusil d'épaule, et que tous les jours, il va chercher un peu sa limite pour peut-être, pourquoi pas, je crois que c'est un objectif dans un coin de sa tête, devenir un jour un coureur de grand tour. Et moi, sa Vuelta, elle me rappelle un peu la première de Kayne de Brooks. On le voyait pas spécialement tous les jours, mais voilà, il s'accrochait. Parfois, il était avec les meilleurs, parfois, il n'y était pas, mais jamais sans totalement exploser et perdre 10-15 minutes. Donc, c'est plutôt prometteur ce qu'on voit de sa part. On passe au 3e débat. On change de course, on change de continent, on se dirige vers le Canada. Arnaud Delis peut-il battre Pogačar au Canada? Vraisemblablement, ce serait plutôt sur le Grand Prix de Québec que celui de Montréal. Les deux courses se dérouleront vendredi et dimanche, deux classiques qui servent généralement à préparer les championnats du monde. Le petit quiz, comme ça on fait aussi le lien avec la Vuelta et avec un Canadien. Combien d'étapes de la Vuelta a remporté Michael Woods, qui va un petit peu faire sa tournée d'adieu ce week-end normalement au Canada? 3. Oui, c'est 3, exact. 3. La dernière. Et ouais, Max Sapon aussi. J'essayais de faire le calcul avec le tour, parce que parfois je mélange un peu les grands tours. La dernière, c'était l'année passée à Puerto de Ancares. Donc Michael Woods qui va arrêter sa carrière dans quelques semaines, comme Geraint Thomas l'a arrêté ce dimanche au Pays de Galles chez lui. Arnaud Delis peut-il titiller Pogačar à Québec? Il l'a bien titillé il y a un an. Est-ce qu'il peut le battre cette fois-ci, Max? En tirant les leçons de ce qui s'est passé l'année dernière, il a voulu le suivre dans la dernière bosse. Il s'est fait exploser la caisse, même s'il y avait plusieurs équipiers. Je me souviens, il y avait Van Gils et Bergmoes, je pense, avec lui à ce moment-là. Ils étaient presque à 3 contre 1. Finalement, ça n'avait pas été au bout. Je pense que cette année, Delis aura tiré les leçons. Déjà, il sait qu'il a déjà gagné cette course. Il sait comment il l'a gagné. C'était dans un final de sprinter. Et voilà, si ça arrive en groupe et que Pogačar est là, on sait qu'au sprint, Delis sera plus fort. Donc, à partir du moment où Pogačar est muselé, ce qui est le plus dur à faire, il est le grand favori. Oui, Jean-Marc, tu t'attends à quoi de la part de Pogačar pour cette course de reprise? Eh bien, j'en sais rien. On l'a plus vu depuis le Tour. La fin du Tour, il était quand même moins bien qu'au début, 3e semaine. Il a semblé un peu... Enfin, il a fait preuve un peu de lassitude dans ses discours. J'ai envie de rentrer chez moi. Puis il va dans un critérium en Slovénie. Il donne une interview à sa presse où il dit vivement la retraite. Enfin, il y avait quand même des signes qu'à un moment donné, dans sa tête, ça commençait à devenir lourd. Il a fait une première partie de saison monstrueuse. Comment il va faire la deuxième partie de saison? Est-ce que ce sera le monstre du début de saison qui a gagné Strade Bianche, qui a gagné Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne, etc. Ou est-ce qu'il va juste se focaliser sur le championnat du monde? C'est la question que je me pose. Si on a un Pogačar qui est bien dans sa tête, il sera bien dans ses jambes, ils vont en gagner une des deux. Par contre, si c'est un Pogačar qui dit moi je m'en fiche un peu, je fais que le championnat du monde où là je suis focus, Arnaud Delis effectivement fait partie de ces coureurs en forme du moment et qui peut aller chercher encore une victoire World Tour. Il faut bien avouer que ça va plutôt dépendre de Pogačar lui-même, le facteur X, voilà, que d'Arnaud Delis, puisque Pogačar on l'a quasiment plus entendu depuis son critérium en Slovénie. Mais à chaque fois qu'il revient sur une course, même après des semaines, des mois d'absence, il est toujours au rendez-vous. Il est acteur. Mais c'est pas pour ça qu'il gagne. Oui. En fin de saison, souvent quand même. En fin de saison. En fin de saison, on l'a déjà vu. Il gagne moins en fin de saison. Oui, c'est vrai. Mais tu disais qu'il se focalisait sur le mondial, effectivement, mais je pense qu'il a très envie de gagner aussi encore d'autres courses. On a vu qu'il avait ajouté l'Euro à son programme. Moi, ça m'a quand même surpris. Même si ça pouvait faire un petit peu prétentieux de mettre juste le mondial et pas l'Euro en disant de toute façon j'aurai déjà un maillot. Mais bon, je pense que les gars qui avaient pointé l'Euro en se disant oui, il ne sera peut-être pas là, qui voient qu'il est sur comme la Volta, start-list, un certain Jonas V peut-être, ils se disent mais il est tout le temps partout, il est encore en Lombardie, etc. Donc ouais, ça reste quand même un programme de fin de saison assez dense pour un gars qui a eu un début de saison déjà très dense.
Mais voilà, j'ai du mal à imaginer qu'il ne soit pas à 98% au minimum. Un programme dense, mais on a tout dit. Il y a 5 courses très importantes. Il peut tout gagner. Québec, Montréal. Il peut tout gagner. Le Rwanda, ce sera probablement que la course en ligne. L'Euro, ce sera probablement que la course en ligne, et la Lombardie où il peut faire un 5e succès de suite. On cherchait des indices un petit peu, bon, dans ces cas-là, on fouille les réseaux sociaux parce qu'on l'a pas vu en course récemment. Pogačar, depuis la fin du Tour, il a fait un seul critérium, c'était en Slovénie, Jean-Marc l'a dit, 2 semaines après la fin du Tour, donc il n'est pas venu à Alost ou ce genre de critérium très rémunérateur. Il a fait l'impasse là-dessus. On l'a vu sur les réseaux s'amuser un petit peu à faire des petits rides entre copains, avec Urska Zigart aussi sa compagne. Il est allé la soutenir au Tour de Romandie où elle était en lice pour la victoire finale. Il avait même un t-shirt ou un maillot, ne me dérangeait pas, un truc du genre. Il était un peu en mode touriste tranquille. On sent qu'il a voulu retrouver du plaisir, faire des petits social rides comme on dit, Max. Oui. Ça garantit rien au niveau de la forme, mais ça reste Pogačar. Et ce sont 5 courses d'un jour, et moi je reste persuadé que c'est un cours de course d'un jour avant tout. Et je pense que la lassitude, elle ne vient pas du métier, ou elle vient du Tour de France. Il a été lassé du Tour de France et de tout ce qui entoure le Tour. Et là, il a envie de retrouver le plaisir de courir des courses d'un jour. Et sur les 5 qu'on a cités là, je ne dis pas qu'il peut gagner les 5, mais... si, il peut gagner les 5. Il va gagner les 5, mais il sera acteur sur toutes. Et pour moi, je suis persuadé qu'il sera présent, qu'il répondra présent sur les 5 courses. Je reviens 2 secondes sur ce qu'il vient de dire concernant le Tour de France. Je pense qu'il est en train de se rendre compte de ce que, désolé de citer le nom, Lance Armstrong a connu. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde était charmé par Lance Armstrong. Au début, tout le monde était charmé par Pogačar. Et au fur et à mesure que tu empiles les tours, eh bien, finalement, tu deviens le méchant. Et je pense que Pogačar n'aime pas ça. Parce que Lance Armstrong, je pense qu'il se nourrissait de ça. Eddy Merckx aussi. Mais Pogačar, exactement. Je pense qu'il n'aime pas le fait qu'on ne l'aime pas. Et je pense que la 3e semaine, ça a été notamment ça dans sa tête, parce que je pense que dans les jambes, il était un peu moins bien, mais c'est surtout ça. Il s'est dit, mais enfin, moi je fais du spectacle, je fais le métier que j'aime, c'est la manière de courir que j'aime. Il y a eu 2 étapes clés, je pense, au Tour de France, mentalement pour Pogačar. Il y a eu Super Bannière, où il s'était murmuré que Pogačar et son équipe s'étaient fait huer à certains endroits dans l'école, et on les avait vus rouler, et puis finalement... Ça s'était terminé tranquillement, plus ou moins, et Arensman avait gagné l'étape. Il y a eu l'étape du Ventoux aussi, où on a vu Pollitt faire beaucoup la police pour essayer de filtrer une échappée contrôlable, et où notamment Thomas Voeckler avait poussé un coup de gueule qui avait été fort relayé sur les réseaux sociaux en disant « Pollitt, t'es gentil, arrête de faire le policier, t'étais dans le groupe Eto il y a 2 ou 3 ans, donc calme-toi ». Je pense que c'est le genre de discours qui a peut-être pu toucher Pogačar, et c'est là le lien avec Armstrong. Ça doit être dur de gagner, et après course, on est face à des journalistes et on n'a que des questions, je ne vais pas dire négatives, mais sur est-ce que vous n'avez pas trop fait ci, est-ce que vous n'avez pas trop fait ça, est-ce que c'était la bonne attitude, je peux comprendre à un moment donné, est-ce que les soupçons de dopage, voilà, vous les entendez, ça vous pèse, nanana. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à avoir ce genre de soupçons, mais je peux comprendre qu'en tant que sportif, quand on est au cœur de la course et que la première chose qu'on entend quand on descend du vélo, c'est du négatif, ça ne nous pousse pas à profiter pleinement de cette 3e semaine. Et je pense que ça s'est un peu calmé lorsqu'un Français a gagné une étape. Lorsque Paré-Pin gagne au Ventoux, ça s'est un peu calmé, parce que ça venait surtout évidemment de France, comme d'habitude. On ne gagne pas parce qu'ils veulent tout manger, blablabla, etc. Donc, mais je pense que ça le marque plus qu'on ne croit. Puis un programme ici au Canada, au Rwanda, c'est aussi voir d'autres horizons, aller sur des terrains qu'on connaît un peu moins, même s'il est déjà allé au Canada évidemment, qu'il a déjà gagné le Grand Prix de Montréal, mais il y aura peut-être un petit peu moins d'attention médiatique aussi loin de l'Europe, un petit peu moins de journalistes. Ça peut aider, on s'attend évidemment à beaucoup de journalistes au Rwanda. Mais... C'est sympa aussi le côté Québec-Montréal, c'est que souvent toutes les équipes sont dans le même hôtel. La presse est aussi dans le même hôtel, ou dans deux ou 3 hôtels vraiment très proches les uns des autres. Ça fait un peu grand village olympique comme ça. Et c'est quelque chose que je crois que les coureurs apprécient, parce qu'effectivement, il n'y a pas ce côté où l'extérieur est fort impactant. Il y a un gros décalage aussi avec nous. Les courses ont lieu en soirée. Voilà, j'ai l'impression que c'est un environnement où tout le monde est plus chill, comme on dit, et où ils prennent plus de plaisir à faire leur métier qu'à peut-être lors d'une 3e semaine de Tour. Pour en venir à l'autre homme de ce débat, Arnaud Delis, on s'attend à le voir toujours dans sa meilleure forme, Jean-Marc ? J'espère. On avait quand même mis un point d'interrogation après son printemps raté, complètement raté, à la fois physiquement et mentalement. Il est bien revenu. Je pense qu'il a utilisé le Tour
excusez-moi de l'expression, un peu comme un stage grandeur nature. C'est-à-dire qu'il était dans l'une ou l'autre échappée, il a vu un peu où il en était, il a fait les sprints qu'il a fait sans gagner, mais enfin, il était là. Et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien, à la fois physiquement et mentalement. Il s'est dit, je peux encore être dans le coup, je peux encore jouer à la gagne. Et puis, il a franchi le palier supplémentaire en gagnant. Quand tu bats Mathieu Van Der Poel, tu peux te dire, je suis de retour. Ouais. Arnaud Delis, c'est pareil, on surveille un petit peu ses réseaux sociaux pour voir où il en est là depuis quelques jours et depuis ses récentes victoires. On sent qu'il est mieux. Il continue à prendre du plaisir, à faire des sorties en famille, entre copains, à faire des intensités dans son coin. On salue Cyril Poncin, personne ne le connaît, mais Arnaud Delis lui a pris un com sur Strava, sur un effort d'1 minute, il lui a mis 9 secondes et j'ai vu le commentaire du gars qui allait lui dire « Oh mais c'était mon com !» Il n'est pas prêt de le récupérer celui-là. C'était il y a 3 ou 4 jours, donc Arnaud a fait un effort pour ceux qui s'y connaissent en watts et qui apprécient ça. 653 watts sur 1 minute, c'est le genre d'effort qui va lui être utile dans le sprint en faux plat de Québec. Donc la forme est là, l'envie est toujours là, les feux sont ouverts. Mais il a ce côté imprévisible qu'on aime bien chez lui. C'est très belge, c'est très wallon, c'est un peu comme le Standard en football. Ça ne sait jamais s'il va terminer premier ou s'il va totalement passer à côté. On n'est pas dans un mood où il passe à côté, mais c'est vrai que tout est possible avec Delis et c'est ça qui rend le garçon et le coureur aussi attachant et qui donne envie de suivre ses courses parce que voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait avec lui et en tout cas il est capable du meilleur comme du pire, mais pour l'instant surtout du meilleur. Ouais. Un petit mot avant de passer au pronostic sur les autres prétendants qu'on va retrouver au Canada. J'ai noté en tout cas Thibaut Nys, Michael Matthews qui revient d'une longue blessure qu'on a vu déjà dans le top 10 à la Bretagne Classique pour sa reprise. Girmay, on en a déjà parlé ici, c'est pas trop sa saison. Lipovitz qui va aller faire ces courses-là, Lenny Martinez, Paul Lapera, Christophe Laporte qui revient aussi d'une longue absence, qui remonte un petit peu en puissance, Tige Benoît. Est-ce qu'on imagine une surprise sur une des deux courses? Van Aert, hein? Van Aert, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Parce qu'il est un petit peu en bout de course, lui. Tous les noms que tu as cités, tu remarques le décalage de niveau de forme et le décalage de savoir où ils en sont. Lipovitz, il en est où depuis sa 3e place? On l'a vu au Tour d'Allemagne faire l'équipier pour Danny Van Poppel. Only aussi qui sera là. Oui, Only aussi, mais j'aimerais bien que Van Aert en gagne une. J'aimerais bien. Est-ce qu'il est prêt à en gagner une? Est-ce qu'après un Giro, un Tour de France, on l'a revu au Tour d'Allemagne, il n'était pas vraiment dans sa meilleure forme, mais on peut imaginer qu'il reconstruisait peut-être des bases pour la fin de saison. Ouais. Est-ce qu'on peut l'imaginer atteindre une 3e fois ou une 4e fois cette année son meilleur niveau, après les classiques, après le Giro, après le Tour? Il n'a pas mis les championnats sur son programme. Il a annulé la Bretagne Classique pour continuer sa préparation. Et ce sont des courses prestigieuses qu'il n'a jamais gagnées. Donc ça fait qu'au moins 3 bons éléments pour se dire qu'il sera dans le coup. Jean-Marc, tu es d'accord avec ça? On verra Wout, il a déjà fait 2e à Montréal. Je suis plus dans l'incantation que dans la sécurité. J'espère, parce que je trouve qu'il mérite de gagner une de ces deux-là, de mettre son nom au palmarès. Après, Van Aert, cette saison, ça a parfois été tout, mais ça a aussi été rien. Donc c'est la question qu'on doit se poser avant le départ. Mais et souvent, personnellement, j'espère qu'il sera là. Souvent, le petit bémol pour Van Aert, c'est qu'il lui a souvent fallu beaucoup de temps pour être en forme. Ouais. Sur les classiques, il était plus fort à la fin qu'au début. Sur le Giro, pareil. Sur le Tour, pareil. Ici, c'est des courses d'un jour. Et il n'a d'ailleurs gagné que sur des courses, que des grands tours. Donc, il n'a pas eu de grandes classiques à son palmarès cette saison. C'est la dernière chance. C'est peut-être maintenant. Mais il va falloir quand même un peu de circonstances de course. S'il y a un groupe à Québec qui arrive, imaginons sans Delis ou même avec Delis, parce qu'il peut le battre sur des circonstances dans un sprint, et Pogacar, Van Aert est prétendant au top 3, assurément. Oui, ma seule participation pour Van Aert au Canada, c'était en 2022. Il fait 4e à Québec, 2e à Montréal. 2e à Montréal, je pense, c'était battu au sprint par Pogacar. Après une course d'usure, c'était pas évidemment un sprint tout plat. On passe au pronostic directement. On enchaîne. Qui vous voyez gagner ces Grands Prix de Québec et Montréal? Québec. Delis. Je vais dire le même. Je pense que Pogacar va gagner un des deux. Plutôt Montréal. Et l'autre, c'est quand même très ouvert. Hein. C'est très ouvert, mais bon, allez, je vais jouer du chauvinisme. Allez, Delis. Ça lui ferait du bien. Ouais, on est tous d'accord. J'avais
noter Dely aussi aller peut-être pour une surprise, un Paul Lapera qui remonte en puissance, qui aime ses sprints en boss aussi, pour quand même citer un autre nom, mais j'avais aussi plutôt Arnaud Dely en tête. Pogacar à Montréal, on est tous d'accord, c'est quand même une course à près de 5000 mètres de dénivelé. Mais c'est surtout la meilleure répétition pour un championnat. Ouais. Et c'est une course en circuit, il y a beaucoup de dénivelé, ça se répète, c'est technique. Il va sans doute plus se tester là que voilà. Et donc, qu'à Québec. Pour arriver au Rwanda, au total de sa confiance, au sommet de sa confiance, il doit gagner Montréal. Bon, le dernier prono que je vous demande avant de vous libérer, le podium de la Vuelta. On risque de tous changer cette fois, j'étais le seul. Non, les deux premiers, pour l'instant, moi, j'ai pas changé. Moi non plus. Vingegaard, Almeida, dans ce sens-là. Il y aura match, mais je pense aussi que ce sera... Et troisième, donc, mon premier troisième, ça avait été Ciccone. Mon deuxième troisième, ça avait été Ciccone. Et mon troisième, ce sera pas Ciccone, puisque visiblement, il va pas le faire. Moi, je miserais sur Hindley pour la troisième place. Max. Pitcock. Et lui va mettre Pitcock. Parce que dès le début, j'ai dit que ce serait sa Vuelta, et donc s'il fait podium, vous aurez enregistré. Bon, c'était plutôt bien vu, effectivement. Il est dans le coup. En tout cas, je vais quand même dire plutôt Hindley en 3. Je sais même plus qui j'avais dit la semaine passée. Je me souviens que j'avais dit Tiberi à l'origine. En premier, ouais. On va dire Hindley pour cette fois, en espérant quand même, en pronostiquant quelques jours avant l'arrivée, qu'on se rapproche de la vérité. Sinon, on peut refaire un vendredi. Oui, on réenregistre. Mais lundi, je donne le bon. Lundi, le bon podium. prono, c'est promis. Allez, rendez-vous lundi. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Radio Peloton.